À première vue, la crise semble un mécanisme qui irait presque de soi. Nous aurions la survenue d'un événement grave et les réactions de la société qui ne tarderaient pas à se manifester en retour. Pourtant, dans de nombreuses situations, quel que soit le cœur de la problématique, catastrophe industrielle, effet du changement climatique, pollution, on observe un décalage persistant entre la réalité d'un danger et sa reconnaissance collective. Ce paradoxe serait-il exclusivement celui du XXIe siècle? Nous pouvons douter si nous penchons sur Un ennemi du peuple, une œuvre qui se décline sur deux époques. Nous parlerons tout d'abord de la pièce de théâtre Un ennemi du peuple, donc, d'Henrik Ibsen, publiée en 1882 à Oslo, puis du film directement inspiré et de même nom, réalisé en 1989 par le cinéaste indien Satyajit Ray. Ces deux œuvres, au-delà de leur contexte géographique et historique bien différent, proposent une lecture universelle. Une crise ne naît pas tant de la seule existence d'un problème, mais du moment où celui-ci devient socialement inacceptable. Dans la pièce d'Ibsen, le docteur Stockman met en évidence la contamination des eaux d'une station thermale à travers des preuves étayées. Dans une logique strictement rationnelle, l'alerte devrait entraîner une mobilisation immédiate. Or, il se produit l'inverse. La vérité est contestée de façon quasiment réflexe avant d'être rejetée. Ce renversement apparent de valeur ne tient pas à une ignorance des faits, qui sont bien établis, mais à leurs conséquences. En effet, reconnaître la contamination, c'est toucher à l'économie locale en remettant en cause des investissements et en déstabilisant un certain équilibre social. La vérité devient alors problématique, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est coûteuse. Dans le film de Ray, cette tension est déplacée sur un registre encore plus sensible. L'eau contaminée est celle d'un temple et elle est perçue comme sacrée. L'enjeu dépasse ici l'économie pour toucher à l'identité et à la croyance. La contestation du danger est alors liée à une menace symbolique. Accepter la contamination reviendrait à remettre en cause un ordre culturel profondément ancré. Dans les deux cas, la connaissance des faits ne suffit pas pour emporter l'adhésion collective, car elle se heurte à des systèmes de valeurs, d'intérêts et de représentation qui conditionnent son acceptation. Ce double récit permet de penser la crise comme un processus à double détente. D'un côté, il y a la catastrophe en tant que telle, c'est-à-dire un phénomène objectif, mesurable et documentable. De l'autre, il y a la crise qui est le moment de rupture survenant quand la situation est jugée intolérable. Entre les deux s'étend une zone intermédiaire où le danger est connu, mais encore toléré. Et cette tolérance peut durer longtemps, parfois des années, voire des décennies. En fait, elle repose sur une forme d'équilibre. Tant que les bénéfices perçus, économiques, sociaux, symboliques, l'emportent sur les coûts, la situation peut sembler demeurer acceptable. Un basculement peut survenir lorsque cet équilibre se rompt, que cela soit par le biais d'un événement spectaculaire, d'un seuil d'accumulation de preuves, d'une mobilisation collective ou encore de la perte de confiance envers des institutions. C'est le moment rarement prévisible où va s'opérer une transformation radicale. Ce qui était toléré jusque-là devient soudain insupportable. L'un des apports majeurs d'Ibsen réside dans sa critique de la majorité. Dans Un ennemi du peuple, le public ne se contente pas d'ignorer la vérité. Il participe activement à sa disqualification. Influencé par les autorités et les intérêts en place, il en vient à considérer que le véritable danger est celui qui dérange l'ordre public. Cette dynamique éclaire un phénomène central dans les crises contemporaines, la fabrication du consentement. L'acceptabilité sociale ne se décrète pas, mais elle se construit à travers des discours, des relais d'opinion, des mécanismes d'influence. Les médias, les responsables politiques, les experts jouent un rôle déterminant dans la manière dont une situation est perçue. Chez Ray, cette construction est plus diffuse, ne passant pas seulement par des institutions, mais par un tissu social dense fait de relations, de croyances et d'habitudes. L'acceptation du risque est ici profondément enracinée, ce qui rend toute remise en cause plus difficile. Plutôt que de réduire le déni à une simple irrationalité, les œuvres mentionnées invitent à le considérer comme une réponse adaptative.
Refuser un danger peut être une manière de préserver un équilibre jugé préférable à l'incertitude qu'entraînerait sa reconnaissance. Dans le cadre de catastrophes industrielles ou climatiques, ce mécanisme peut se traduire par minimiser un risque, retarder une décision ou relativiser des données scientifiques. Autant de stratégies qui permettent de maintenir une forme de continuité. Ce déni peut être partagé par des acteurs très différents, y compris par ceux qui subissent directement les conséquences. Comprendre cette logique est essentiel, car elle implique que l'information seule ne suffit pas à transformer une situation. Il faut également prendre en compte les conditions sociales et psychosociales qui rendent cette information acceptable ou pas. On ne peut donc pas décider en situation de crise en se limitant à un arbitrage technique. Il s'agit aussi de définir certaines questions, parfois implicites. Qu'est-ce qui est acceptable, par qui et à quel coût? Par exemple, faut-il arrêter une activité économique pour prévenir un risque? Faut-il évacuer une population au nom d'un danger incertain? Faut-il reconnaître une responsabilité au risque de provoquer une perte de confiance? Chaque choix engage une redéfinition du tolérable. Ces décisions sont d'autant plus délicates qu'elles interviennent dans un contexte d'incertitude et doivent composer avec des attentes contradictoires, des intérêts divergents et des perceptions différentes du risque. L'acceptabilité sociale n'est ni fixe ni homogène. Elle évolue dans le temps et varie selon différentes visions sociales. Ce qui est acceptable pour certains peut être inacceptable pour d'autres. Cette hétérogénéité est une source de tension et les crises naissent souvent de ces désalignements. Dans cette perspective, la crise apparaît comme un processus conflictuel où se confrontent différentes visions du tolérable. Les enseignements croisés d'Ibsen et de Rey invitent à repenser la gestion des crises. Il ne s'agit plus seulement de maîtriser des paramètres techniques, mais de comprendre des dynamiques sociales complexes. Cela entraîne des implications qui sont d'identifier les mécanismes d'acceptabilité à l'œuvre, de repérer les acteurs qui influencent les perceptions, d'analyser les récits dominants et concurrents, et d'anticiper les points de bascule dans l'opinion. Une telle approche ouvre également une réflexion éthique. Qui décide de ce qui est acceptable? Sur quelle base? Avec quelle légitimité? Ces questions, souvent en arrière-plan, deviennent centrales dès lors que l'on considère la crise comme un enjeu social autant que matériel. En définitive, à travers les siècles, le défi qui s'ouvre à nous n'est pas seulement de connaître un danger, mais de décider à partir de quel moment il devient inacceptable pour nous.